c'est le livre des rêves. Tout ce que tu écris à l'intérieur devient réel. Il ressemblait pas du tout à ça dans l'animé. Vas-y, essaye d'écrire quelque chose pour voir. Oh, pardon. Comment t'as fait pour écrire? T'avais pas de stylo? Allez, tente d'écrire quelque chose d'autre pour voir. On va pas s'arrêter là. Je peux pas faire un miracle non plus. Hein. Bon, on va réessayer une dernière fois. Écris quelque chose de simple, quelque chose que tu veux réellement. La vidéo est sponsorisée. Donc vous l'avez compris, cette vidéo est sponsorisée par FlexiSpot, qui est donc une marque qui fait des bureaux assis debout. D'ailleurs, ils m'en ont envoyé un pour cette vidéo, pour que je vous le présente. Donc le bureau qu'ils m'ont envoyé, c'est le modèle E8, qui est un bureau ajustable en hauteur entre 60 cm et 1,25 m, réglable grâce à un petit panneau de commande pour mettre le bureau un peu comme vous voulez. Le bureau est assez simple à monter, nous par exemple on l'a monté en 1 heure. C'est un plateau monté sur 2 vérins. En plus de ça, le bureau est très solide, il peut soutenir facilement 100 kg. Si vous voulez mettre 100 kg sur le bureau, hein, je sais pas trop comment vous faites. Alors bien que ce soit vendu comme un bureau, vous pouvez très bien vous en servir comme par exemple une table basse à la hauteur minimale, ou comme une table pour un repas à la hauteur maximale de 1,25 m. Et donc voyons ce que ça donne quand le bureau monte à 1,25 m. Ça donne ça. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette hauteur-là, ça peut très bien servir comme table pour manger par exemple, mais à une hauteur un peu plus basse peut-être, ça peut servir pour faire des activités sur son PC, notamment du montage parce que c'est très chiant de rester pendant des heures et des heures assis sur son siège, donc là on peut se lever et continuer à monter. Vous pouvez également vous en servir quand vous jouez, si vous faites partie de cette catégorie de joueurs qui jouent en étant debout. Donc le bureau est personnalisable, vous pouvez choisir la taille du plateau. Si vous voulez plutôt un plateau incurvé à l'avant ou un peu plus large, c'est possible. Vous pouvez également choisir la couleur du plateau, ou plutôt le motif. Les vérins sont également personnalisables, vous pouvez les choisir soit en gris, soit en blanc, soit en noir. Vous pouvez également ajouter d'autres trucs sur le bureau, vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Encore merci à FlexiSpot de m'avoir envoyé ce bureau. Vous pouvez retrouver le lien pour acheter ce bureau dans la description. Maintenant, place à la vidéo. Bonjour, aujourd'hui on part un petit peu plus loin dans le temps, parce qu'on va revenir à l'époque du Club Dorothée. Et oui, si comme moi vous êtes trop jeune pour connaître, sachez que c'était une émission avant tout destinée aux enfants ou aux ados, présentée par Dorothée, et qui diffusait des dessins animés, des sitcoms, des trucs du genre. Ça parlera forcément aux enfants de la fin des années 80 ou début des années 90, qui généralement quand je parle de Beyblade, Slugterra ou des trucs comme ça, sont un peu perdus. Alors cette fois-ci, je me suis replongé dans votre enfance. Je sais, je fais pas mal d'efforts. D'ailleurs, chose assez marrante, la plupart des dessins animés diffusés dans le Club Dorothée étaient des productions japonaises, des trucs comme Les Chevaliers du Zodiaque, Ranma 1/2, Candy ou Max et compagnie. Alors voilà, hein, tous ceux qui disent qu'aujourd'hui on est submergé de Japanimation, sachez qu'à votre époque c'était pareil, voire même un peu plus, la seule différence étant que vous le saviez pas. Bande de weeb. Bon, évidemment des choses ont changé depuis cette époque, comme les titres qui étaient complètement modifiés, genre Maison et Cocu qui devient Juliette je t'aime, Gamba les Kickers qui devient But pour Rudy, et maintenant quand un animé arrive en France, déjà on garde le vrai nom des persos, et le titre soit on utilisera le titre original, soit on utilisera le titre comme il est en anglais, ce qui est pas forcément mieux du coup. L'époque du Club Dorothée, c'est également l'époque des génériques chantés en français. Bon, les plus iconiques seront ceux chantés par Bernard Minet, alors même si ça existe encore aujourd'hui, des génériques chantés en français, pas par Bernard Minet, mais c'est souvent cantonné aux dessins animés dits pour enfants, comme Beyblade, Bakugan ou Pokémon, qui d'ailleurs eux se basent sur la version anglaise. Alors, je vais pas vous cacher que ces génériques, ça pouvait paraître bizarre, genre ça peut être super cringe par moment, mais en même temps j'aurais trop envie de voir à quoi ça pourrait ressembler avec les animés d'aujourd'hui, je suis sûr que ça pourrait être fun. Dans la maison du petit gars, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Mais elles sont arrivées un jour, et d'un seul coup l'amour est venu enchanter celui qui l'habitait. Les monstres humains, je veux vraiment pas savoir ce qui se passe ici. Bref, donc aujourd'hui parlons d'un animé qui regroupe tout ce qu'on a dit, à savoir venant du Japon, utilisant des noms traduits en français, diffusé à l'époque du Club Dorothée avec un générique chanté par Bernard Minet, et comme c'est un animé dont tout le monde se fout, je risque pas de me faire emmerder par des puristes pour avoir dit un truc de travers, clin d'œil. Aujourd'hui, on parle de Wingman. Alors pour cet épisode, vous allez très vite comprendre que résumer toute l'histoire n'aurait aucun intérêt, mais commençons par le début. Nous suivons David Duchemin, 14 ans, est amoureux de Sophie Nougatine, et qui rêve de devenir un super-héros.
D'ailleurs, il se met souvent un costume pour faire régner la justice, ce qui a le don d'agacer sa professeure, Mademoiselle Lefebvre. Un beau jour, une jeune fille lui tombe dessus, qui n'arrive pas très souvent en vrai. Cette fille se prénomme Élise, elle vient de la planète Podrin pour trouver un endroit où protéger le livre des rêves, car sa planète a été attaquée et est maintenant contrôlée par Gédéon, un gros méchant pas beau. Je pense que c'est ça le cœur de l'intrigue. Le livre des rêves, en gros, c'est un livre magique, permet de rendre réel tout ce que tu écris dedans. Donc David s'étant fait confisquer son superbe costume par Mademoiselle Lefebvre, décide d'en dessiner un nouveau et paf, il a une vraie armure et peut maintenant se transformer en Wingman, et il va aller aider Élise à sauver son père. Sauf que c'est le bordel, Gédéon il a plein de sbires et ils y arrivent pas. Ce qui fait que le père de Élise reste pris en otage par Gédéon, le but est clair donc, sauver son père, sauver Podrin, et péter la gueule de Gédéon. Il y aura plein d'ennemis à affronter tout en gardant un quotidien normal, le plus possible, pour David et Élise qui maintenant squattent chez David car elle a manipulé ses parents pour lui faire croire qu'elle est sa cousine. Alors on va revenir sur certaines choses un peu plus en détail, mais ça c'est le speech de base. Maintenant les épisodes sont divisés en deux parties. La première partie où David est à l'école la plupart du temps, ou en sortie scolaire chez lui, ou en vacances à Marrakech, peu importe, et la deuxième partie où les méchants se manifestent soit discrètement, soit moins discrètement, pour amener au combat pour voler le livre des rêves, et ils y parviennent jamais. Les méchants vont se succéder un peu durant tout l'animé, mais le plus fréquent c'est Super Costaud qui s'est infiltré dans le monde des humains sous l'identité de monsieur Arnaud Lebel, qui sera le love interest de Madame Lefebvre. Et là on va déjà faire un petit point. Faut savoir du coup que David, grâce au livre des rêves, peut avoir tous les pouvoirs qu'il veut, mais ça ne lui viendra jamais à l'esprit d'obtenir un pouvoir permettant de démasquer les soldats de Gédéon en forme humaine, et Élise peut lire dans les pensées, et ça ne lui viendra jamais à l'idée de lire dans les pensées d'Arnaud Lebel pour connaître ses intentions. Donc voilà, rendez-vous compte qu'on est sur une série qui fait 47 épisodes, et qui avance vraiment d'un micro-pas à chaque épisode, voire même pas du tout en fait. Et en plus je veux dire, l'un des buts des deux héros c'est de sauver le père de Élise. Sauf que dans un épisode, on voit qu'il vient sauver David, mais du coup il a pas besoin de vous, il s'est libéré tout seul son père. Toute la partie on affronte les méchants, franchement c'est pas hyper intéressant, c'est du combat pas spécialement bon en plus. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la première partie des épisodes, à savoir tout ce qu'il y a autour de la vie normale de David. C'est beaucoup plus marrant. Déjà, donc on a dit que Élise vivait chez David, qui a des parents, donc Noémie, sa mère, qui est plutôt classique comme perso, et on a Anatole, le goth ultime de cet animé. Ce mec, c'est tout le cliché du tonton beauf, je veux dire, il y a absolument tout, toutes ses apparitions, presque, c'est soit pour mater des jeunes filles, soit pour donner à David des conseils pour pécho. C'est le charme, le David, je me rappelle, à son âge, j'étais un bourreux des cœurs, moi. Bah moi, à ton âge, je peux te dire du minou, ça en fourrait comme jamais. Également, tant que j'y suis, si vous vient la folle idée de regarder Wingman, regardez-le absolument en VF. Je vous jure que si vous regardez ça en version originale, bah ça perd absolument tout son côté nanardesque. Vous allez vraiment rater un truc. Déjà, David en VF, il a vraiment une voix de mec bourré H24, c'est très marrant. Arnaud Lebel, c'est quasiment pareil. Les personnages secondaires comme les potes de David, ils ont des voix inhumaines, ça se voit tellement que c'est forcé. En fait, dans les persos qui ont une voix qui colle à peu près bien, on a Madame Lefebvre, qui a plutôt l'air d'avoir 45 que 25 ans, mais au moins ça colle au côté autoritaire du personnage. Pour la 100e fois, quand cesseras-tu de faire l'idiot? Élise, pour le coup, pas grand chose à dire, ça va, ça colle bien au début. Je pourrais peut-être vaincre le mal si je le laisse utiliser le livre des rêves. Et puis ensuite, hop, changement de doubleuse, et bah là ça colle plus du tout. Maintenant, oui, j'ai retrouvé toutes mes forces, et toi aussi, ça va? Et enfin, on a Sophie qui a une voix très calme et posée, ce qui colle bien. Seulement, il y a quelques petites choses que je comprends mal. Ça t'ennuierait de m'aider? Et d'ailleurs, le saviez-vous que Sophie était doublée par Catherine Laborde, qui présentera la météo sur TF1 plus tard? Tout le monde s'en branle. Mais alors, la palme du pire casting pour un personnage, ça revient haut la main à François, le voisin de David, très jeune enfant. Alors généralement c'est des filles qui doublent des jeunes garçons, ou alors c'est quelqu'un qui a une voix qui peut sonner comme une voix d'adolescent, on va dire Aurélien Ringelheim pour la voix de Sacha par exemple. Là je sais pas ce qui s'est passé. C'est David qui part en cosmonaute avec une fille. Je sais même pas quoi dire. Bon alors, évidemment, tout le long de l'animé, il va y avoir des histoires d'amour. Et là où d'habitude c'est oui, moi je sais pas si je t'aime, ou est-ce qu'elle est amoureuse de moi, bref, des trucs pas forcément chiants, mais un peu redondants. En plus, tu peux faire ces expériences en vrai, donc pourquoi regarder ça, j'ai une vie de merde. Mais là, on n'a pas du tout ce schéma-là, parce qu'il est acté dès le début que David aime Sophie, et que Sophie aime David. Et les deux le savent et se le disent plusieurs fois. Alors pourquoi ils sont toujours en train de douter l'un l'autre en se demandant s'ils s'aiment? Vous le savez, vous l'avez dit il y a un épisode, putain. Pour s'ajouter à ça, il y a Élise, qui dans le lore qu'elle a elle-même créé, est la cousine de David. Alors ça va peut-être en choquer certains, mais sachez qu'on ne se pécho pas entre cousin et cousine. Alors si vous avez un doute, je sais pas, Élise, tu peux rechanger ton rôle ou un truc du genre, non, parce que vraiment ça fait chelou. En fait, je voulais te dire une chose très importante, je crois qu'Élise est amoureuse de toi. Mais je crois que tu as ta chance avec elle, mais tu feras comme tu voudras. Je crois que ta sœur veut te pécho. Eh champion! Anatole, par pitié, arrête de parler, personne ne veut de tes conseils. Bon, ok, que David doute de Sophie, c'est complètement con. Je veux dire, Sophie, c'est vraiment l'archétype de la fille gentille, qui ne trahira jamais tes attentes, une fille parfaite en tout point. Mais que elle doute de David, c'est un peu compréhensible, parce que dès qu'il voit une fille qu'il connaît pas,
il perd tous ses moyens. Quand sa prétendue cousine le pécho, quand une inconnue vient le voir, quand il voit une chanteuse, putain mais David, calme-toi, qu'est-ce que diraient tes parents? Alors non, je veux pas savoir, Alors ok, on a David d'un côté, mais ses potes, c'est pas mieux. Quand une nouvelle élève arrive, il y a toute l'école autour d'elle. Non mais vraiment, c'est quoi ces putains d'animaux? Salut Étienne. Et je pourrais passer, il faut que je me cache. Tu poursuis les filles dans les toilettes maintenant? Je te connaissais pas comme ça. Mais non, c'est pas du tout ce que tu crois. J'ai rencontré une super nana dans les nouvelles. Je la suivais dans le couloir pour essayer de lui parler, enfin tu vois le genre, et elle s'est méprise sur mes intentions. J'ai continué cette technique d'approche, sans grand succès, mais je sais pas pourquoi. Bon ok, est-ce qu'on a quelqu'un qui n'est pas un détraqué dans cette série? Bah du coup allons voir du côté des méchants, ce qui est totalement illogique quand on cherche un bon comportement. Mais là, Arnaud Lebel, il est sympa avec Madame Lefebvre, même si elle l'empêche de réaliser ses plans environ 95% du temps. Voilà, prenez exemple sur le mec transformé qui vient d'une autre planète pour tabasser un enfant de 14 ans et lui voler son livre. D'ailleurs, en parlant des méchants, alors bon, Arnaud est là souvent, mais on en a d'autres, comme Jérôme, qui apparaît subitement pour pécho Élise, mais qui pareil, veut le livre des rêves. D'ailleurs, ça me bute parce que Jérôme, il s'est fait passer pour un élève, ils sont partis en voyage scolaire, là, il s'est fait casser la gueule par Wingman sous sa forme de monstre, et on l'a plus jamais revu après ça. Et tout le monde s'en fout. Genre, Madame Lefebvre, on a perdu un élève, non ça va, tranquille, ok, bon, tranquille. Ensuite, on a Julien, alors lui, c'est le boss final des trous du cul. Ah, il pue tellement la merde que ça en devient de l'art. Déjà, regardez-le. Oh, est-ce qu'il est beau? Comment ça, il est trop beau? Il a littéralement une moumoute violette sur la tête, c'est ça être BG? Pas trouvé de perruque qui ressemble pour faire une scène avec, ça me fait chier. Donc Julien, qui est en réalité un ami d'enfance d'Élise, qui lui fait croire qu'il combat Gédéon, alors qu'en fait il travaille pour lui. Le mec est tellement cramé direct, que même les scénaristes nous ont laissé genre 15 secondes avant qu'on sache qu'il est méchant. Donc il arrive à retourner un peu Élise et prendre le livre des rêves, tout ça pour au final attaquer David qui s'était rendu, pour le fun j'imagine, que ça met en doute Élise et qu'au final il se révèle tout seul comme un con. Voilà. Il aura tenu 2 épisodes. En plus, David, pour une fois, il a été intelligent parce qu'il avait assimilé l'arrivée de Julien à une attaque qu'il a subie. Alors c'est très bien, David. Par contre, t'es fait attaquer environ 4000 fois par Super Costaud, qui est en réalité Monsieur Lebel. Quand il est pas là, Super Costaud ne t'attaque pas. Et là, non, il fait pas le lien. D'ailleurs, parlons-en, Arnaud Lebel va s'éclipser plusieurs fois, et à chaque fois, il trouve la pire excuse du monde. Je ne reviendrai pas sur ma décision. J'ai déjà prévu mon retour aux États-Unis. Je suis inscrit dans une université. Oui, je quitte ce pays. Je veux poursuivre d'autres études. Et pour ça, je dois partir. Je suis venu ici vous dire au revoir. On va dire que j'ai pas de diplôme. Et aussi, il y a un truc que je trouve un peu spécial. Alors c'est peut-être que moi, hein, mais je vous laisse juger. Ça alors, c'est une drôle de coïncidence, les enfants. Je pensais justement vous demander si ça vous plairait de venir faire une petite promenade en voiture avec moi. Ah, il y a que moi qui trouve ça chelou. Imaginez votre prof de maths, il vient sonner chez vous. Et salut les enfants, vous voulez venir dans ma voiture? Après, vu que David, quand il part en week-end, les personnes qu'il pense inviter en premier, c'est Sophie et Madame Lefebvre, alors qu'il a des potes, hein, mais visiblement, bah vous passez après les gars. On a peut-être pas le même rapport prof-élève. Bon, vous l'aurez compris, les méchants vont s'enchaîner un peu tout le long de l'animé, mais on va quand même en parler d'une autre. Un jour, une jeune fille rejoint l'école où est David, bref, comme d'hab, elle veut prendre le livre des rêves à David, mais elle veut le faire sans combattre. Du coup, elle va utiliser son talent de chanteuse. Ah, c'est génial, je me disais bien que cet animé manquait de musique quand même. C'est de la merde. En plus de ça, elle veut retourner tout le monde contre David, donc quand elle va chez lui pour passer du temps avec Élise, elle le téléporte dans la salle de bain pour le traiter de voyeur. Mon fils est entré dans la salle de bain sachant qu'il y avait des filles, mais tu me fais honte, David. Non, je déconne. Alors, t'as maté les nibards? Enfin bref, elle arrive à contrôler les pensées des gens avec la musique, mais au final, Gédéon lui laisse même pas le temps d'échouer parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de violence. Et après, bah on aura un enchaînement méchant tout à fait random, dont on se fout un peu. Bon, on a dit que les personnages avaient des noms traduits en français. Mais c'était pas tout. Ils ont également décidé de faire en sorte qu'on soit au Japon, enfin je veux dire, c'est compliqué à cacher, mais qu'on utilise des villes françaises, ce qui donne des trucs assez marrants. Atami, située dans la préfecture de Shizuoka au Japon, cette station balnéaire située entre montagne et mer rayonne par son patrimoine culturel, ses paysages, ses sites touristiques, ses musées, ses coulées de boue, ah ouais non ça c'est pas ouf. Idéal lieu de vacances n'étant qu'à 1 heure de Shinkansen de Tokyo, cette petite ville et ses 36 000 habitants vous accueilleront à bras ouverts pour vos vacances. Alors qu'attendez-vous? Alors qu'est-ce que t'as gagné? Une voiture, une télévision à 15 chaînes, un voyage à Paris? Non, seulement une journée et une nuit pour 2 personnes à Rouen. Rouen. Et ça... Rouen. Bah la deuxième on dirait plutôt une punition. Également l'école s'appelle le bahut. Littéralement, c'est comme si on avait le poste du police keuf ou le cabinet du docteur Toubib, mais passons. Et toutes les traductions un peu cheloues, d'un coup, elle s'arrête. L'école se réappelle Nakagaku, ils vont faire des balades à Yokohama, enfin c'est très particulier surtout que ça change d'un coup. Bon voilà, on a parlé de pas mal de détails, mais il reste quand même une histoire à finir derrière.
On oublierait presque qu'il y en a une, ouais. Donc tout d'abord, Élise va perdre progressivement ses pouvoirs, ne pouvant compter que sur David et le livre des rêves pour se protéger. Tout ceci annonce un final grandiose, le peuple podrimien va aller lancer l'assaut face à Gédéon, avec l'aide de David et en partie avec l'aide de Super Costaud qui a sauvé la vie de David plusieurs fois ces derniers temps. David avec ses nouveaux pouvoirs trop chiants à expliquer va confronter Gédéon et lui péter la gueule en vraiment pas longtemps. Tout ça grâce à Élise qui a retrouvé ses pouvoirs grâce au livre des rêves qui s'est transformé et qui a fait d'elle une reine. La paix revient sur Podrin et Élise décide de s'effacer de la mémoire des gens qu'elle a côtoyés, sauf David, et elle reste sur Podrin pour gouverner. Fin. Et non en fait non, ça continue encore. Donc la vie a repris son cours, mais Élise revient car Podrin s'est fait attaquer. Donc la paix a vraiment pas duré longtemps. Hein. Cette fois-ci c'est encore Gédéon qui est dans le coup, mais sous forme de fantôme. Et Super Costaud qui était devenu plutôt sympa, décide de revenir raqueter le livre des rêves à David, alors qu'il y a plus de livre. Dans un dernier combat aussi palpitant que tous leurs précédents, pour ne pas dire que c'est de la merde, David va battre Super Costaud qui en fait voulait le livre pour sauver Podrin. Super Costaud, ou plutôt Arnaud Lebel, fait ses adieux à Madame Lefebvre, et David va à un date avec Sophie parce que bon, au pire c'est pas sa planète qui est en train de se faire bolosser. Les deux se disent qu'ils s'aiment, chose qu'on sait, et qu'ils savent eux-mêmes depuis l'épisode 1, on est parti pour la bataille finale, et moi comme un con, hein, je pensais que Super Costaud et David allaient s'allier pour combattre Gédéon, mais en fait, pas du tout. Super Costaud, bah on le reverra jamais en fait. Donc Élise, David et Sophie combattent Gédéon, enfin, David combat Gédéon, pendant que Sophie et Élise manquent de mourir brûlés par de la lave. Au final, Gédéon est battu une seconde fois, et cette fois-ci, Élise décide de s'effacer de la mémoire de tout le monde, même David, pour ne plus qu'il soit mêlé à tout ça. Et elle retourne gouverner Podrin, en espérant que la paix dure un petit peu plus longtemps que la dernière fois. Sur Terre, David a fini le collège, il fait encore des conneries, il a pécho Sophie, Monsieur Favre a pécho Mademoiselle Lefebvre, et Étienne a pécho personne parce qu'il est hyper creepy. Voilà, et là c'est fini. Bon voilà, pour une fois, on a un peu tout vu dans le résumé, mais j'insiste, si vous voulez vraiment voir cet animé, regardez-le vraiment en VF. En fait, l'animé est vraiment moyen, hein, pour ne pas dire que c'est un peu nul. Et si vous le regardez en VO, vous regardez juste un truc pas ouf. Alors qu'en VF, c'est vraiment très marrant. On va pas dire que la VF est de mauvaise qualité, mais elle a pris de l'âge, c'est le moins qu'on puisse dire. Que dire si ce n'est que j'ai beaucoup ri en regardant cet animé. Chaque épisode, il y a au moins une réplique totalement conne qui sort, et en plus je me suis pas aidé vu qu'à chaque fois qu'une personne parlait, je m'imaginais la réponse d'Anatole. On voit que c'est un animé qui a de l'âge, et je sais pas vraiment si à l'époque c'était quelque chose qui était très apprécié, ou si c'était quelque chose qu'on trouvait moyen, ou si au contraire on trouvait déjà ça pas incroyable, que l'anime a un peu souffert de censure en VF, surtout des scènes à tendance etchi ou tendancieuse, mais ils ont fait un peu le travail à moitié, hein, parce que franchement, aujourd'hui on va souvent entendre des gens dire oui les messages dans les animés c'est pas bien, notre époque c'était pas comme ça, c'était mieux avant, rendez-moi mes patins à roulettes, mon Minitel et mon CD-ROM d'Adibou, et vous qui pensez comme ça, oui c'était mieux avant, je vous réponds cette scène. C'est excellent, c'est très bon. Jamais on a fait ça, c'est ça, c'est du premier, c'est un scoop. Hey, caméra, tu la lâches pas, hein. Tu la lâches pas, Coco, surtout. Non. Je suis le plus grand des héros et je vais dans la vie. Je vole plus haut que les oiseaux, c'est moi, le bras de la justice.